à peu près vers la même époque, mais évidemment ça va se concrétiser un peu plus tard, mais à peu près à partir de 1946, alors commence en même temps son engagement communiste. À l'époque, aujourd'hui on dit marxiste, mais à l'époque on disait communiste. Et il s'inscrit même au Parti communiste. Pourquoi est-ce qu'on le retrouve tout à coup communiste? Bon, moi je pense qu'ici c'est une question fondamentale de la personnalité de Gilles. Comme je l'ai déjà marqué au départ, Gilles est un homme qui s'intéresse autant aux sciences qu'à l'univers poétique. Donc je pense que ça amène nécessairement un intérêt pour une structure philosophique. Son détachement, est-ce qu'on peut l'appeler progressif, mais qui me semble être venu très tôt par rapport aux racines catholiques de notre culture, l'amenait presque, je dirais fatalement, avec les intérêts qu'il avait pour le monde social et les difficultés qu'il avait vécues dans son enfance, vers le monde marxiste, plus exactement vers le monde communiste comme tel. Mais cette synthèse que l'on trouve chez Marx de la pensée scientifique, des sciences humaines et des catégories philosophiques répondait admirablement aux préoccupations de son esprit. D'autant plus que ses origines, il avait vécu la pauvreté. Donc il avait vécu la pauvreté comme dans les milieux les plus pauvres de Montréal. Ça a certainement contribué aussi à... Ça a certainement contribué à ses intérêts sociaux profonds. Mais est-ce qu'on peut dire que ça a créé cette orientation vers le marxisme? Mais c'était une rupture, évidemment, que de devenir communiste à l'époque. Il l'a réalisé, mais c'était très difficile pour lui. Ben, c'était très dur, parce que là, à ce moment-là, il est coupé de toutes les sources. Notre milieu ne punit pas longtemps, mais il punit vertement. L'oiseau délivrance joue de l'aile dans l'œil des bagnards. Les désirs prolongent leur rail jusqu'à Sarajevo, où 200 000 pics chantent d'un même rythme. Il faut que la révolte soit le pain de tous les emmurés de Bordeaux-sur-Bagne, de tous les éculés du devoir quotidien, de tous les emmerdés, de tous les éclaboussés des trottoirs planétaires, de tous les marcheurs de la fin de midi à 14 heures, de tous les marcheurs qui parlent comme ils marchent, de tous les appendices de machines au cœur centrifuge, de tous ceux qui ne parlent pas pour parler, mais pour gueuler. La grande nausée du temps présent et du monde invivable, pour dire que le monde à l'envers est un crabe à ressort qui marche à reculons vers l'épouvante d'une mer dépotoir, où pourrissent tous les désirs fœtus des années adolescentes. Cocarde de sang bleu, dépotoirs aux mouches de soleil, de rayons de camée, de bibelots fêlés, aux étoiles de mer à tentacules, montées sur une épingle seringue à sérum, contre la tuberculose à cause des virus des grandes profondeurs. Et l'homme n'a pour se regarder que des miroirs détamés. Il voudrait tout foutre en l'air, la torpeur, le tramway aux troupeaux macérés dans la fatigue uniforme des journées de sable fin, le sale type, le poing, la table, l'horloge à poinçonner les papillons des heures, les salopettes couvertes de la cirrhuse de l'ennui, et tout le bazar avec.
En 1979, Gilles Hénaud confiait à Louis Martin les raisons de son engagement. Pourquoi, justement, dans les années 40, je ne sais pas, vous aviez en 1945 25 ans, oui. Vous vous engagez dans le Parti communiste. C'est quand même étonnant. Avec le recul, même avec le recul, il n'y en a pas eu beaucoup qui ont fait ce cheminement-là ici au Québec. Ça vient de... Enfin, ça vient de très loin. Je pense que ça vient surtout de mon vécu familial, du fait que j'ai quand même connu la crise. J'ai connu cette crise au sein d'une famille ouvrière. J'avais un père qui il était cultivateur, donc il est venu en ville. Il était à Montréal. Moi, j'avais 2 ans à ce moment-là. Et j'ai traversé cette crise en étant à moitié conscient de ce qui se passait, mais quand même suffisamment pour me rendre compte que c'était terrible. Et ça m'a certainement créé un traumatisme. Enfin, ça m'a créé des... je me disais, comment se fait-il qu'un homme comme mon père, qui... enfin, on dit toujours, les chômeurs, ben, c'est des ivrognes, les chômeurs, c'est des paresseux. Enfin, il y en a qui le disent encore, d'ailleurs. Et moi, enfin, vous savez à quoi je fais d'éminents allusion, personnages le disent encore. C'est ça, oui. Et moi, je voyais très bien que mon père n'était pas un ivrogne, il ne buvait pas. Il n'était pas paresseux, c'était un homme extrêmement actif et courageux. Il faisait toutes les démarches qu'il pouvait faire et quand même il était en chômage. Alors je me disais, quelle société peut mettre un homme dans une telle situation? Je disais, il y a quelque chose qui ne marche pas, qui tourne pas rond quelque part, je ne sais pas quoi. Et comment faire pour transformer ça, je ne sais pas non plus. Mais la question était posée, et posée profondément. Elle était posée au niveau du subconscient, d'une part, j'imagine, mais aussi au niveau d'une espèce de conscience de ce qui se passe autour de soi. Alors, je me suis dit, je vais me renseigner. D'ailleurs, assez curieusement, je lisais à cette époque-là, je lisais Peggy. Or, les gens qui ont lu Peggy, en général, ici, c'est des gens qui ont fait de longues études, et on lisait le Peggy converti, catholique. Moi, je lisais le Peggy qui était, à ce moment-là, on disait anti-tala, c'est-à-dire contre ceux qui vont à la messe. Et c'était un homme qui était très pris par les questions sociales. C'était un homme qui était un admirateur de Jaurès, par exemple, le grand dirigeant socialiste français. Donc, j'ai appris chez lui un tas de choses sur le socialisme. Dans un livre qui s'appelle, par exemple, La Cité harmonieuse, dans d'autres livres, Contre l'argent. C'est très curieux, cette partie de l'œuvre de Peggy. Mais moi, ça me passionnait, ces choses-là, sauf que là, je ne trouvais pas vraiment de solution. Et un jour, le manifeste du Parti communiste m'est tombé sous la main. J'ai lu ça, et j'ai trouvé ça extraordinaire de lucidité. Enfin, je trouvais que c'était... au moins une façon d'aborder le problème. Et là, je me suis renseigné davantage. J'avais un ami qui s'appelait Pierre Gélina, qui était là au Parti communiste. Peuple de la semaine, des 3 jeudis maigres et des vendredis saints. Peuple moutonnant, peuple adorateur de chasubles, peuple somnolent sous les chairs d'immondices, peuple de la patrie des 25% légendaires et des loups-garous sur les routes qui remontent vers notre maître le passé. Voici la croisée des chemins qui départage le mouton de la haine, le loup de l'agneau, le pasteur du troupeau, le farceur du tréteau, l'ouvrier du bourreau et le roi du manteau, qui couvrait l'épouvantail à moineaux, les balais en croix, sa carcasse et son fétiche, et la crosse abbatiale, et tous les ornements sacerdotaux. Est-ce que cet engagement marxiste évoquait pour autant chez Gilles Hénaud
une certaine sensibilité à la question nationale. Au contraire, je pensais que c'était important. Peut-être pas à la façon des nationalistes de l'époque, le Bloc populaire et tout ça, mais d'une certaine manière aussi, c'est un problème qui me prenait. Et d'ailleurs, ça a été, je ne dis pas que ça a été la raison de mon exclusion, pas de mon exclusion, mais de mon abandon, si on veut, du parti. Mais ça a été une des choses déterminantes. Quelques années plus tard, quand le Parti communiste, ici, à Montréal, a exclu presque toute la section francophone parce qu'on disait qu'elle était sous l'influence du nationalisme bourgeois. Alors ça, j'ai trouvé ça inouï. C'était pour la plupart des membres, des travailleurs qui étaient là dans cette section. Alors tout à coup, on s'est retrouvé avec un parti communiste presque en majorité, ou je dirais en majorité anglophone, en plus au Québec, sous Duplessis. Alors là, évidemment, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de chances que ça réussisse ou que ça débouche sur quelque chose de valable.